Rebonjour, heureux de vous retrouver donc pour le 10e talk de ce salon Milipol, donc organisé par Milipol et le Haut Comité français pour la défense civile. Talk qui a pour thème la recherche en sécurité, le management de l'innovation. Pour ceux qui nous ont suivis il y a une heure, nous l'avons fait en anglais, maintenant nous le faisons en français et peut-être avec une préoccupation un petit peu plus nationale. Néanmoins, la recherche en sécurité est un grand programme européen, nous allons en parler et pour en parler avec moi, 5 acteurs. Tout d'abord à ma droite, François Murgadella, qui est chef du pôle adjoint développement des technologies de sécurité à la direction de la protection et de la sécurité de l'État au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Je l'ai dit en une seule phrase, c'est assez long, mais vraiment, on en parlera, l'institution qui structure un petit peu la pensée et la recherche en matière de sécurité pour le territoire, enfin pour la France. Alors ensuite, à sa droite, Madame Axel Gahn, donc, qui appartient à l'Austrian Institute of Technology, donc qui est Research Funder et qui a participé au projet InnoSec, dont l'objet est bien le management de l'innovation. On y reviendra. Et puis, à côté d'elle, Monsieur Michel Moulinet, donc, qui est expert innovation à Alma Consulting Group, qui lui a participé à un projet qui s'appelle InSec, également sur la même thématique. C'est deux projets qui sont parallèles, on en parlera. À sa droite, Monsieur Vincent Chauvet, qui est directeur général du LGI Consulting Group. Alors, c'est une société qui a travaillé sur un projet européen également très innovant et très orienté vers l'innovation qui s'appelle Bioprotect. Et puis à sa droite, Luigi Robuffi, donc, qui est le directeur général ou CEO de EOS, European Organization for Security, qui est bien connu aussi bien à Paris qu'à Bruxelles. Alors, le management de l'innovation, c'est une terminologie un peu globale, mais là on va se focaliser sur la problématique de la sécurité, le management de l'innovation pour la sécurité. Alors François Murgadella, pourquoi travailler sur cette question du management de l'innovation sur le marché de la sécurité? Pourquoi? Parce que je crois que tout le monde recherche l'efficience. Et rechercher l'efficience pour les pouvoirs publics, c'est investir au bon moment pour avoir des effets de levier qui permettent de faire déboucher des technologies et des solutions de sécurité qui nous intéressent. Et puis pour le secteur privé, c'est investir au bon moment pour obtenir des produits et les vendre. Donc tout ça devrait pouvoir converger. C'est ce que nous essayons de faire à travers le comité de filière, la filière industrielle de sécurité, en produisant et en favorisant ce dialogue autour de quelques priorités que nous aimerions voir émerger pour justement, en période de contraintes budgétaires, être à même de peser là où il faut au bon moment. On est toujours sur cette préoccupation d'efficience, y compris budgétaire. Et pour faire ça, il faut savoir où on va. Et donc le management de l'innovation, ça devrait être se préoccuper de l'expression du besoin, se préoccuper des besoins des clients se préoccuper de la capacité de l'industrie à survivre sur un marché qui soit pertinent au niveau national et au niveau européen, parce que tout le monde a conscience de l'intérêt d'avoir un marché européen. Et c'est une longue marche, car au niveau de la recherche en sécurité européenne, on n'a pas encore totalement l'habitude d'avoir cette organisation. En France, on essaie de la mettre en place, le GDSN, mais aussi d'autres. Il s'agit aujourd'hui de se mettre sur tout l'ensemble des niveaux de maturité technologique pour porter à bon escient des priorités au moindre coût. Alors justement, dans ces organisations, entre la recherche au niveau européen, la recherche nationale et cette nouvelle filière de technologie de sécurité, comment tout ça s'articule? Vous pouvez nous dire un petit mot déjà? D'abord, il n'y a pas, ça a été dit d'ailleurs ce matin lors de la conférence européenne, il n'y a pas antinomie entre les deux niveaux. Il y a au contraire complémentarité qui doivent être recherchées. La filière industrielle française pense le niveau européen d'entrée. Elle a été mise en place le 23 octobre dernier, mais dans les axes de la feuille de route approuvée par le Premier ministre, il y a une stratégie européenne et elle doit permettre de combiner les deux approches. Ainsi, par exemple, amener des solutions technologiques au bon niveau, ça consiste aussi bien à s'occuper du niveau européen que du niveau national, des budgets publics européens et des budgets publics nationaux, et essayer de les articuler, toujours pas nécessairement en ayant plus de budget, mais en ayant plus de coordination et d'avoir aujourd'hui, à travers les quelques guichets qui existent, d'avoir une véritable articulation, une coordination des financeurs. C'est ce que nous chercherons à faire dans le cadre du comité de filière. Alors, on va regarder un petit peu ce qui a déjà été produit en matière ou qui est en train d'être produit en matière de management de l'innovation. On a 4 programmes
3 vraiment orientés sur le management de l'innovation, et puis un autre qui utilise le management de l'innovation pour un autre but. Alors, je démarrerai peut-être par vous, Madame Gann. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'objet d'Innosec et de ce que vous avez produit donc, sur ce projet FP7? Mais bien volontiers. Donc Innosec, c'est un projet qui a été subventionné par la Commission européenne et qui réunit 9 partenaires donc sur le territoire communautaire. L'objectif de ce projet, en fait, c'est de créer un modèle d'innovation qui soit adapté pour les organisations de la sécurité. Et quand je dis organisation de la sécurité, j'entends toutes les organisations qui travaillent dans le domaine de la sécurité, qu'elles soient publiques, privées ou sous format associatif, et j'en passe. Donc notre objectif au sein du consortium, ça a été donc de vraiment mettre en place un mode d'emploi pour pouvoir implémenter l'innovation au sein d'une organisation. Sachant que chaque organisation a des besoins différents, Innosec a été construit de façon modulable, de telle sorte que les organisations puissent mettre en place soit un module, soit la totalité du modèle selon leurs besoins. D'accord, donc c'est un projet, quel est son statut aujourd'hui? Il est terminé? Il sera bientôt terminé, il a commencé en février 2012 et il s'achèvera en janvier 2014. Et donc 9 partenaires. Voilà, on arrive bientôt sur la fin. Alors INSEC. INSEC, c'est un projet qui a été financé sous la même thématique qu'Innosec, donc avec des objectifs à peu près similaires, projet coordonné par Alma Consulting et qui regroupe 16 partenaires. L'orientation du projet a été à 2 niveaux. Un premier niveau qui était d'aider les acteurs de la sécurité à mieux percevoir et à mieux évaluer leur innovation. Donc on a développé un modèle et un outil qui permet à tout acteur, entreprise, de pouvoir auto-évaluer son innovation sur l'ensemble des caractéristiques, des composantes de l'entreprise. Alors on est plus sur un niveau organisationnel, on va toucher à des aspects de management, de financement, de stratégie, d'organisation, de réseau. Et on remet, suite à cette utilisation, des préconisations ou une évaluation des préconisations d'actions à mettre en œuvre. On a ensuite travaillé sur la réalisation d'une plateforme d'innovation, une plateforme qui agrège un certain nombre d'outils, de services, donc l'ensemble des éléments étant accessibles et gratuits. Ces outils vont aider les acteurs dans leur gestion de l'innovation, dans la recherche de partenaires, dans la recherche d'expertise, dans l'identification de technologies, pour justement, à chaque étape de projet, être en mesure de trouver des réponses ou d'avoir un lieu qui centralise l'ensemble ou un maximum de services pouvant les aider dans leur démarche et dans le développement de solutions innovantes. Donc un aspect peut-être pour Innosec plus méthodologique et là un aspect peut-être un petit peu plus pratico-pratique pour les entreprises, donc assez complémentaire comme projet. Alors, on va parler avec Monsieur Chauvet de l'application concrètement du management de l'innovation dans un projet qui s'appelle Bioprotect, que vous pouvez nous rappeler en 2 mots? Oui, tout à fait, Christian, vous avez raison de le dire. Contrairement à ce qui vient d'être présenté, c'est un projet qui ne vise pas à parler d'organisation ou de management de l'innovation, mais qui est un projet de développement technologique innovant. Dans le secteur du NRBC, en particulier du bio, le projet Bioprotect vise à développer une technologie de détection et identification de pathogènes. C'est un projet qui regroupe 7 partenaires, donc un projet 7e programme cadre également, et qui est aussi sur le point de se terminer, parce qu'on a la fin du projet en janvier avec un workshop de présentation des résultats qui se tiendra en janvier à Paris. La particularité, c'est qu'on développe une machine sur laquelle on intègre des composantes et des technologies de 4 partenaires provenant de 4 pays d'Europe et on est sur une phase où on n'est pas sur de la recherche fondamentale, on est vraiment sur du développement appliqué et de l'innovation dans le sens où on est plutôt en aval de la chaîne de l'innovation. On est près du marché, on n'est pas tout à fait au marché, mais on n'est pas loin du marché. D'accord. On reviendra pour savoir comment un peu ça se passe lorsqu'on est en multiculturel, multi-pays, la gestion de l'innovation. Mais un petit mot avec Luigi Rebuffi sur Archimède et puis les objectifs de Archimède qui sont assez complémentaires et je dirais un peu top sur le marché, qui se rapproche un petit peu plus des problématiques que l'on évoquait avec François Burgadella sur le lien marché, je dirais industrie. Merci Christian. Archimède, c'est un projet qui dure 30 mois, il va se terminer fin 2014, donc on a encore 1 an devant nous. Les objectifs d'Archimède sont effectivement complémentaires aux 2 autres
projets qu'on a mentionnés, toujours sur le management de l'innovation. Nous, on a une approche un peu plus, je dirais, politique, au top-down du problème, dans le sens on essaye de développer des liens à travers l'Europe, dans les différents pays, à travers les différentes organisations nationales, comme par exemple en France, la filière industrielle de sécurité, mais aussi dans d'autres, chaque pays a sa façon de se coordonner, on essaye de mettre en place ces coordinations et de porter, de créer des liens avec les utilisateurs, les opérateurs, de bien identifier les priorités et de donner aussi donc des suggestions pour la recherche et l'innovation et comment porter les résultats de la recherche vers le marché, parce que finalement, c'est ça le besoin de nos membres, soit qu'ils soient de l'industrie, qui sont de recherche, de porter à la fin, donc un peu comme votre projet, aller vers le marché, aller proche, montrer que la recherche européenne ne sert pas seulement à financer des projets, mais aussi à avoir des produits et à créer la compétitivité de l'Europe en général. Donc ouais, ça c'est, je dirais, c'est un des aspects principaux. Donc un lien entre les besoins, les utilisateurs finaux, le marché et la recherche. Donc voilà. Donc ce triptyque, on va le retrouver peut-être de manière. C'est pas très facile à faire jouer tous ces acteurs ensemble. Donc d'où, je pense, la filière nationale de sécurité. Mais comment concrètement ça s'articule une filière nationale de sécurité? D'abord, ça repose sur la volonté des acteurs. Et cette filière, elle existe parce que les acteurs l'ont voulu, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils soient du côté du besoin ou de l'offre. Et finalement, cette volonté de travailler ensemble, elle existe depuis plusieurs années en France. Elle était à un niveau très parcellaire. Finalement, tous ces acteurs se connaissent, mais ne communiquent pas forcément, nécessairement, de façon souple et structurée. On a des préoccupations qui se rejoignent. L'industrie a besoin d'avoir une expression du besoin clair de la part de l'État et il reconnaît qu'il doit s'organiser sur le sujet. L'État a besoin de se mettre en relation plus étroite avec ses opérateurs pour tenir compte des problématiques de régulation du secteur des infrastructures critiques. D'un autre côté, on a parlé de la recherche et l'innovation. Tout le monde a intérêt à mettre en synergie les investissements privés qui sont majoritaires sur la recherche, mais les investissements publics qui peuvent aider à avoir des visions peut-être plus long terme, mais qui également peuvent aider au moment où on essaie de mettre en place des priorités avec des démonstrateurs technologiques qui vont permettre d'intégrer des technologies, et ça fait partie du management de l'innovation. Ces technologies, finalement, tant qu'on ne les a pas intégrées et qu'on ne les a pas mis dans un objet qui est proche des besoins des utilisateurs finaux, elles ne sont pas validées. On a besoin de cette étape-là. C'est aussi le volet normalisation dans lequel la France est très absente, alors qu'on a des partenaires européens qui ont déjà une organisation plus structurée et des industriels qui ont plus tendance à y aller naturellement. Je pense par exemple à nos partenaires allemands. Ce sont également une vraie réflexion sur les technologies critiques. Car la sécurité, c'est quand même quelque chose de bien particulier. Ça n'est pas une chaîne de l'innovation aussi classique que dans les filières bien structurées. Moi, je viens du monde de l'électronique, où il existe des choses qui, depuis 20 ans, ont permis de faire progresser la profession et d'aboutir à un marché. La sécurité, c'est un endroit où il y a des problématiques de souveraineté, il y a des problématiques de technologie critique. Il y a aussi des préoccupations réglementaires et éthiques qui sont fortes. Voilà, et des préoccupations éthiques, évidemment. On parle souvent de privacy by design, mais tout ça, ça mérite d'être implémenté. Les choses ne sont pas si aisées que ça. Enfin, tous ces éléments méritaient d'être discutés ensemble. Ce sont des axes clairs qu'on s'est donné à faire, tous collectivement, tous ces acteurs. Bon, maintenant, il s'agit de démarrer. Donc un démarrage officiel qui a déjà eu lieu et un démarrage effectif dans les groupes de travail Demain. Voilà. Demain à Milipol avec le premier groupe de pilotage. Voilà. Donc on en reparlera. Moi je voudrais revenir sur le management de l'innovation pour savoir comment vous l'avez vécu et les problématiques que vous avez un peu soulevées dans ces deux projets. Quelles sont les problématiques, les problèmes, je dirais, que les différents acteurs vous ont soulevés pour ne pas être si efficient que cela. Alors je ne sais pas qui veut démarrer. Je peux me lancer. Axel, absolument. On a remarqué différentes problématiques au sein d'Innosec. Déjà, l'innovation peut exister dans certains cas, mais elle n'est pas forcément bien organisée. Donc, de fait, elle a du mal à suivre un processus efficace. Par exemple, dans certaines associations, il y a de nouvelles idées pour faire avancer les choses, mais comme ces idées ne sont pas
comment dire, gardées puis retravaillées pour être éventuellement mises en place, ces innovations voilà, exactement, ces innovations potentielles sont perdues. Il y a également aussi le problème des acteurs, des organisations de la sécurité, dans certains cas, en particulier dans les thématiques de la défense. Les personnes qui sont employées par ces organisations ne sont pas, on ne leur demande pas d'être créatives ou en tout cas de vouloir faire avancer leur propre société. C'est un peu le quotidien, il n'y a pas de projection sur le long terme ou le moyen terme. Exactement, et il faudrait arriver également à apprendre à ces personnes à devenir créatives, à devenir plus actrices en fait de la vie de cette organisation. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile dans le secteur de la sécurité. Alors côté INSEC, même constat ou... Côté INSEC, on a perçu deux choses. Bien évidemment, ça a été évoqué précédemment, il y a notamment sur le management de l'innovation et sur le lien avec le secteur de la sécurité, il y a toutes les problématiques réglementaires et d'harmonisation à l'échelle européenne. On s'est vraiment concentré, nous, sur également l'accompagnement des acteurs, qu'ils soient privés ou publics, sur comment aborder ou quelles étaient les problématiques qu'ils rencontraient dans leur gestion de l'innovation. Alors on en a retenu un certain nombre, dont notamment la problématique qui était évoquée à l'instant, qui est plus sur mieux percevoir ou mieux identifier où sont nos points de vigilance, où est-ce qu'on doit s'améliorer quand on parle d'innovation, puisque l'innovation est vraiment transverse au sein d'une entreprise et touche beaucoup d'acteurs. Donc mieux savoir quelles sont les actions à mettre en place. Il y a des problématiques ensuite. Vous pouvez nous donner un exemple ou deux de ces actions? Alors ça peut être beaucoup d'actions, c'est savoir finalement est-ce qu'il vaut mieux dès à présent, on parlait de créativité, donc mettre en place des sessions de créativité pour faciliter ou impliquer les gens dans l'émergence de nouvelles idées et ensuite travailler sur leur mise en pratique, ou est-ce qu'au préalable, il vaut mieux avoir déjà une stratégie clairement définie? Est-ce qu'il faut tout de suite aller chercher des financements en se disant on a des idées, on va chercher des financements et une fois qu'on a des financements, on développe? Donc est-ce que c'est la stratégie? Est-ce que c'est les idées? Est-ce que c'est le financement? Est-ce qu'on est bien organisé? Est-ce qu'on a aujourd'hui impliqué toutes les personnes qu'il fallait au sein de notre entreprise sur les sujets? Donc il y a des problématiques organisationnelles. Est-ce qu'on travaille avec les bons partenaires? Finalement, il peut aussi se dire, il y a peut-être d'autres partenaires aujourd'hui, identifier les nouveaux partenaires qui ont de bonnes technologies et qui ont les technologies dont nous avons besoin. Donc finalement, on a une problématique de priorisation. Et donc, rattaché à ça, on voit que les autres difficultés, elles sont sur l'identification des technologies, elles sont sur l'identification des financements, elles sont aussi sur le partage. Finalement, on se retrouve avec des problématiques plutôt collaboratives. Donc, échanger avec les autres et comment est-ce qu'on échange avec les autres, comment est-ce qu'on accède à l'information. Et donc, d'où finalement, de ces problématiques, notre orientation vers créer une plateforme qui justement intègre déjà un certain nombre de réponses qui vont aller dans cette volonté de proposer des solutions et accéder à ces outils, à ces réponses dans le développement de projets. Donc c'est un peu il y a un point que je voulais mentionner également qui à mon sens peut être intéressant, c'est que côté français, il y a aussi une problématique qui touche beaucoup, enfin une filière qui se crée autour du big data et l'accès à l'information. L'information aujourd'hui est de plus en plus importante et c'était juste pour mentionner qu'il y a également une volonté forte du pouvoir public et d'acteurs en France qui créent une alliance, qui s'appelle l'Alliance Big Data, qui vise notamment à créer une communauté d'échange côté français sur le sujet, sachant qu'au niveau sécurité, ce sera un des enjeux importants. Alors moi je voulais revenir avec M. Chauvet 2 minutes pour comment ça s'est passé le management de l'innovation sur Bioprotect, comment ça s'est articulé entre les différents acteurs concrètement? Oui, alors concrètement, on va aborder la chose, l'innovation, d'une manière un petit peu différente, parce qu'on n'est pas sur la manière d'organiser la fonction innovation d'entreprise, mais on est sur un cas précis, un exemple précis de développement innovant collaboratif. Les challenges principaux qu'on voit dans ce cadre-là, c'est que chacun évidemment arrive avec une technologie, une manière de travailler, donc il faut faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas forcément la même culture. On a 7 partenaires de 7 pays ou 6 ou 7 pays avec des labos publics et des industriels. Là, ce que je suis en train de dire là, c'est assez classique, hein, sur les projets collaboratifs, c'est quelque chose qu'on trouve souvent. La particularité, c'est qu'on n'est pas dans la recherche de base, on est dans la recherche appliquée, le développement, et on est près du marché. Donc, très concrètement, ça veut dire qu'on a un projet qui a produit une machine, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment un livrable, entre guillemets, concret qui est sorti de ce projet, c'est une vraie machine.
C'est-à-dire une grosse valise qui intègre des technologies venant de 4 pays, 4 développeurs. Donc vous avez toute la problématique de l'industrialisation, de la Voilà, tout à commercialisation, fait. de la propriété intellectuelle Et derrière. on est là-dedans en ce moment, c'est comment exploiter le résultat de ce projet. Donc on n'est pas encore à la phase de commercialisation. On a construit un et même 2 prototypes, puisqu'on a construit un premier, puis optimisé et construit un deuxième prototype dans le cadre du projet. Ils sont en train d'être testés un peu dans tous les sens. Alors d'abord par l'armée tchèque, par la police finlandaise et ils vont aussi être testés, je crois, ça m'échappe, ils sont testés au Danemark, à Copenhague. Voilà, et on a construit donc 2 prototypes qui sont le résultat d'une collaboration entre plusieurs pays. Vous n'avez pas encore réglé toute la problématique de la commercialisation, de Alors on est en train de travailler à cette question-là. Effectivement, chaque organisation a sa propre stratégie, on va dire, de protection de la propriété. Et tout le challenge, c'est d'arriver à avoir une approche unifiée, c'est-à-dire pour la technologie intégrée qui a été produite, comment est-ce que chaque contributeur, on va dire, peut trouver son intérêt. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Est-ce que c'est des sujets, Luigi, qu'on retrouve souvent dans tous les projets européens, les questions de propriété intellectuelle, de développement, d'accès au marché? C'est un petit peu complexe parfois dans ces projets européens. Alors est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? C'est-à-dire que derrière ces projets européens, pour aller concrètement au marché, c'est difficile? La question est très chaude en ce moment parce que je ne sais pas si tu as fait exprès, mais c'est toute la discussion qu'il y a lieu ces jours-ci sur les contrats qu'on va établir avec la Commission dans le cadre de Horizon 2020 pour la mise en place donc, des futurs projets. Et c'est là où il y a déjà eu une discussion avec le Parlement, la Commission et le Conseil pour définir les prochaines règles. Et là, maintenant, la Commission est en train de rédiger le projet de contrat et on sait qu'il y a des discussions très fortes sur la propriété intellectuelle, sur les termes qui va être le propriétaire, surtout sur tout ce qui est background, pas seulement le foreground. Donc, comment le céder, à qui on va le céder, avec quelle forme de négociation, et pas seulement pour les projets, mais encore plus surtout les projets qui vont aller vers le marché, proche du marché, donc de tous les pre-commercial procurement, toutes ces activités qui sont fortement intéressantes au terme du management de l'innovation, parce que notre objectif, disons clairement pour le management de l'innovation, c'est de porter les résultats de l'innovation vers le marché, donc d'aller vers des niveaux de maturité technologique plus élevés, mais à quelles conditions? Parce que si les conditions sont telles que l'industrie va avoir des problèmes à donner ses résultats, à donner son background, je dirais, à des conditions qui ne sont pas facilement acceptables, ce n'est pas augmenter la compétitivité, mais c'est... Bon, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il y a des intérêts nationaux, on le comprend bien, il y a des intérêts de souveraineté aussi, on les a évoqués rapidement. Justement, comment défendre à la fois ces intérêts et effectivement, bon, les grands groupes sont souvent des multinationales, en tout cas, il y en a un certain nombre en Europe qui ont des stratégies multidomestiques ou multinationales avec des clients qui ont des besoins différents mais qui essayent de scinder. Puis les PME ont des choses parfois plus innovantes mais ont des difficultés d'accès au marché. Alors comment organiser la relation entre grands groupes et PME au sein de ces filières nationales de sécurité ou plus globalement votre avis sur ce que devrait être Horizon 2020 dans ce domaine? Alors François, peut-être le lien entre grands groupes et PME, c'est un cadeau. Merci de la question, surtout que je n'appartiens ni à un grand groupe ni à une PME. C'est pour ça. Ça va me permettre. De toute façon, les grands groupes savent bien qu'une bonne partie de leur innovation réside dans les PME, qu'elles soient co-traitantes, sous-traitantes ou même après font l'objet d'acquisitions diverses et variées pour enrichir leur portefeuille technologique. C'est un fait. Il s'agit de travailler ensemble, ils s'y sont engagés. Le principe même des filières, pas uniquement la filière sécurité, c'est en particulier d'avoir une solidarité entre grands groupes et PME. Il y a des déclarations en ce sens en disant qu'il faut chasser en meute, c'est parfait, tout ça est parfait, mais maintenant c'est temps. Il faut pas manger seul. Voilà. Et donc maintenant, on est au pied du mur, il va falloir que ça se concrétise. De toute façon, vu la concurrence internationale, s'il n'y a pas un minimum d'organisation sur un marché aussi profitable,
il y aura des concurrents terribles et qui viendront prendre des parts de marché et on ne bénéficiera pas des 7% de croissance par an. Et les industries européennes n'y bénéficieront pas. C'est ce qu'on vise, 7% par an sur le marché de la sécurité globale. C'est ce qu'il y a depuis plusieurs années. Hein. C'est une tendance globale qui est différente selon les différents secteurs. Il y a des choses qui varient, mais on est bien sur un marché en croissance. Nous, du point de vue régalien et étatique, on a intérêt à avoir un tissu de grands groupes qui est capable de porter des marchés à l'international et un tissu de PME qui répondent à façon aussi aux besoins de certains besoins des pouvoirs publics ou qui peuvent s'intégrer dans des démonstrateurs de plus large ambition. Il faut les deux. Bon, si de toute façon on ne s'organise pas, je pense qu'on aura du mal à survivre dans les prochaines années sur un marché très compétitif. Alors Luigi, le ratio que nous évoquions tout à l'heure avec Kunlim, 80-20, c'est-à-dire 80% pour en gros les grands groupes et 20% pour les PME, enfin 80% étant grands groupes et laboratoires de recherche, hein, qu'il ne faut pas oublier, qui ont une part très importante, même une grosse part, et 20% pour les PME. Est-ce que c'est le bon ratio ou est-ce qu'il faudrait faire encore mieux pour les PME? Pour moi, il n'y a pas de chiffre magique. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à la fin à faire progresser le marché européen, je dirais, de la sécurité. Donc, est-ce que c'est 20%, est-ce que c'est 25%, est-ce que c'est 15%? Je ne sais pas dire. Bon, la Commission a posé comme limite minimum 20%, ce qui me paraît tout à fait correct et acceptable. Bien sûr, à mon avis, on peut faire progresser cette participation des PME, mais il faut que ce soit une participation qui soit vraiment avec de la réelle valeur ajoutée et pas seulement pour apporter, pour venir, pour faire de la recherche qui finance tout simplement de l'alimentaire, je dirais. Ouais. Il faut que ça produise de la valeur ajoutée, il faut que ça produise vraiment un réel enrichissement pour les PME même, mais aussi pour les grands groupes, même pour les académies, mais les centres de recherche, mais aussi pour l'État, parce qu'à la fin, c'est l'économie globale de l'État qui compte. Et donc, quel est le pourcentage? Je ne sais quel est le bon pourcentage, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas voir les PME seulement, il faut aider les PME point à la ligne, parce que c'est bien politiquement correct, mais il faut que ça produise de la valeur ajoutée. Alors justement, tous les deux, là, vous êtes sur les deux projets INOSEC. Comment vous avez ressenti cette relation grand groupe PME dans le management de l'innovation, dans les liens? Parce que très souvent, les PME disent les grands groupes, ils nous pillent un peu notre savoir-faire et puis après, voilà, c'est plus dur. Comment ça s'est passé concrètement? Déjà, le besoin en termes d'accompagnement sur le management de l'innovation, il est beaucoup plus présent au niveau des structures de taille plus réduite. Les grands groupes ont aussi des équipes et s'organisent sur cette gestion de l'innovation. Reste qu'ils ont des besoins, comme toute entreprise, notamment sur le fait de pouvoir rechercher les nouvelles technologies ou qu'est-ce qui émerge au niveau des startups et finalement des laboratoires et des labos et qui vont venir impacter leur métier et leurs services. Donc il y a un besoin de rapprochement à ce niveau-là et indirectement les startups, elles, ont le problème inverse, c'est aussi comment accéder à ces grands groupes qui finalement ont tellement de portes d'entrée qu'ils ne savent pas vers qui se tourner et qui recherchent du coup la meilleure façon de promouvoir leur technologie. Donc on a ressenti ce besoin qui est aussi du coup là où viennent s'interconnecter des plateformes, des cabinets qui accompagnent dans la stratégie de l'innovation pour mieux discerner finalement quelles sont les forces d'une entreprise, si on parle d'une start-up, et comment l'aider dans sa stratégie, comment l'aider dans l'accès, dans la mise en place de ses partenariats, se rapprocher avec des grands groupes, trouver des financements. Et on va arriver à ce moment-là à Horizon 2020, au programme européen, projet collaboratif, qui sont une façon, je dirais, de rapprocher ces acteurs, de les aider à travailler ensemble, à développer ensemble et tout le monde y retrouve du coup un intérêt. Même constat chez INOSEC, c'est-à-dire le lien avec les grands groupes, surtout une question d'accompagnement, de contact ou quelque chose de plus, je dirais, à travailler de manière plus structurelle? Il y a un vrai problème de communication, je pense, entre les différents acteurs de la sécurité d'une façon générale. Et les personnes qu'on a pu interroger dans le cadre d'INOSEC ont manifesté vraiment ce genre de problématique.
il faudrait qu'ils aient des outils pour faire ça. Après, Innosec n'était pas forcément centré sur les relations à l'extérieur, mais vraiment sur l'innovation au sein de l'entreprise, comment arriver à la développer. Donc je pense que nos conclusions sont dans la même direction qu'INSEC, mais sont moins développées. D'accord. Alors on arrive un petit peu à la fin de ce talk vidéo, le temps passe vite. Alors j'aurais peut-être un dernier tour de table sur qu'est-ce que vous attendez d'Horizon 2020 pour l'industrie et pour le développement du marché de la sécurité. On est à Milipol qui est un salon international, le marché est international, on voit bien les grands concurrents américains évidemment, puisque le marché américain de la sécurité est tout à fait gigantesque, mais aussi on voit poindre une concurrence asiatique très, très virulente pour garder, je dirais, nos parts de marché européennes. Horizon 2020 est-il le bon vecteur? Ouais, c'est potentiellement un très bon vecteur, mais nous pensons, parce que je suis également représentant français au comité de programme du programme sécurité d'Horizon 2020, pensons sérieusement qu'il va falloir passer à un autre stade. La mise en relation des utilisateurs dans les projets, c'est très bien, ça. On aura des années, pendant des années, on en tirera bénéfice, car c'est la première fois qu'il y a eu cette mise en contact. Mais on a eu quand même beaucoup trop de projets européens qui ont obéi à la loi du Launch and Forget. Et ça, c'est quand même un gros problème. Parce qu'on a besoin à la fin de choses qui sont un minimum coordonnées et qui nous permettent d'arriver à une progression globale de thématiques, parce qu'il y a des vrais besoins derrière. Or ça demande un minimum d'organisation. Moi, ce que je souhaiterais pour Horizon 2020, c'est certainement le bon endroit, mais il va falloir un peu plus d'organisation. Nous pensons sérieusement que sur quelques priorités, à l'image de ce qui va être fait en France, mais au niveau européen, on est tout à fait capable de faire ça, à mon avis, d'avoir sur quelques projets des vraies feuilles de route organisées, avec des interconnexions entre les projets. Alors, il faudra régler les problèmes de propriété intellectuelle, mais il y a une organisation à avoir pour avoir, in fine, l'impression qu'au bout de 7 ans de financement, on a fait progresser véritablement la technologie et les solutions européennes. À la fin du FP7, cette analyse ne me rendrait pas complètement optimiste. Elle est mitigée. Alors, du point de vue des centres de recherche, puisque l'AIT est un centre de recherche, je pense que Horizon 2020 a beaucoup de potentiel et surtout, de par sa structure, oblige vraiment à faire appel à différents acteurs. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui a été un petit peu une faille dans la dernière programmation, c'est-à-dire que du point de vue de la recherche, on était vraiment très centré sur la recherche et peut-être pas suffisamment axé sur les end-users et sur l'utilisation concrète. Donc ça, je pense que c'est une bonne ouverture d'Horizon 2020 et j'espère qu'on saura l'exploiter à sa juste valeur. Je vais rejoindre mes collaborateurs. Le constat sur il y a eu un certain nombre de projets qui ont bien fonctionné, il y en a d'autres qui ont moins bien fonctionné. En tout cas, en termes d'orientation, on part, je pense, dans des bonnes directions, dans le sens où on va au-delà de la recherche et on donne beaucoup plus de dimension à l'innovation. Et l'innovation est ce qui apporte au marché et c'est ce qui va être vecteur. Donc, on voit qu'apparaît notamment la notion de projet d'innovation et que la Commission européenne, dans Horizon 2020, va financer des projets de ce type qui du coup sont vraiment beaucoup plus proches du marché et beaucoup plus proches du coup de l'intérêt de l'entreprise dans la commercialisation de ses produits. Donc ça, on va dans le bon sens et on a, pour faire le parallèle, on a la même chose, je dirais, d'une certaine façon en France, puisqu'on a une évolution aussi des dispositifs de financement. On avait le crédit d'impôt recherche qui aura une petite déclinaison pour les PME sur le crédit d'impôt innovation. Donc on voit que finalement tous les acteurs au niveau des pouvoirs publics s'orientent vers l'innovation et comment mieux aider les entreprises à adresser ce qu'on appelle un peu la vallée de la mort. On a des résultats de R&D, mais il faut aller jusqu'au marché. Et là, comment est-ce qu'on franchit ce cap? Il y a des fonds privés, mais des financements comme Horizon 2020 vont aussi pouvoir permettre ça. Alors, Bioprotex, encore plus près du marché? Oui, alors d'abord, je vais confirmer ce que je viens d'entendre. C'est sûr que, enfin, moi, mon point de vue, c'est que Horizon 2020 est plutôt positif dans ce sens-là, c'est-à-dire pas se contenter d'être un programme de recherche, mais de recherche et d'innovation. Ça, je pense que ça a été poussé par la Commission européenne et je pense que le résultat est plutôt pas mauvais. Si on revient au secteur de la sécurité, je mettrais juste en garde sur le fait d'avoir une certaine continuité sur les sujets qui sont traités, parce qu'il y a des effets de mode, ce qui est normal. Il y a des sujets qui deviennent plus prioritaires parce que pour un certain nombre de raisons, mais il faudrait éviter qu'il y ait des sujets qui disparaissent complètement du paysage, parce qu'il y a justement, comme vous le disiez, Christian, des communautés qui se sont créées, des gens qui ont pris l'habitude de travailler ensemble et qui peuvent créer des belles choses ensemble, des belles technologies, des beaux produits.
et de voir l'Europe qui se désintéresserait totalement de certains secteurs, je trouverais ça dommage. Surtout qu'il y a des marchés qui sont plus à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale. Absolument. On l'imagine, le NRBC en est un Absolument. exemple. Alors Luigi, Horizon 2020, quelle politique? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Oui, mais je partage beaucoup l'avis de François parce que je crois qu'il faut absolument réutiliser les résultats du passé. Et pour ça, donc, je pense qu'il faut d'abord définir, pas redéfinir, mais bien définir et harmoniser le besoin opérationnel, chose que n'a pas été toujours fait, on est fait de façon fragmentée. Donc bien définir, il a parlé de feuille de route, donc tout à fait ça, je dirais, dans cette direction, avoir une feuille de route, porter ces résultats, ce qui était déjà fait a été fait, voir comment le porter plus loin vers le marché, une fois de plus, peut-être avec, pour consolider donc, les résultats qu'on a déjà obtenus, les porter vers le marché, et c'est possible avec des actions, des démonstrations, des pilotes, des pre-commercial procurement, on en a parlé, mais donc avec des actions concrètes qui puissent vraiment augmenter la compétitivité des solutions européennes à l'international, comme tu viens de dire. Très bien. Bah, écoutez, je crois que ça sera le mot de la fin. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce talk et d'y avoir participé, nos invités en premier. Je vous donne rendez-vous à 16h, donc dans pas très longtemps, une demi-heure, sur les problèmes de contrôle commande communication, donc tout ce qui est C2, C3, dans la coordination des forces de sécurité. Donc à 16h et je vous dis à tout à l'heure. Merci.